D'abord, aimez votre travail, aimez vos études, aimez votre travail, choisissez un travail, pas en fonction de ce que vos parents vous conseillent, parce que ils ne sont pas à la place de votre cœur et de votre tête. Je suis Rose de Paz, j'ai 18 ans et je suis engagée en tant que service civique dans le mouvement de jeunesse Moaden. J'ai eu la chance de rencontrer Jacqueline Landon. Elle avait manifesté son envie de raconter son parcours à des jeunes. Je me suis donc proposée pour l'interviewer. J'étais contente de rencontrer quelqu'un d'engagé, car je suis moi-même investie dans l'associatif depuis que j'ai 15 ans. J'avais envie de savoir comment Jacqueline Landon avait fait ses premiers pas dans le militantisme en tant que jeune féministe. Pendant notre échange, j'ai apprécié son sourire et sa vivacité d'esprit. Et j'en suis ressortie confiante pour mon avenir de jeune femme. Je vous laisse découvrir son interview. À ton âge. 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 Le podcast qui lie les générations. Un programme proposé par Noé, le département jeunesse du Fonds social juif unifié. Vous écoutez l'épisode quand Rose rencontre Jacqueline. Bonjour Madame Landon, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre podcast À ton âge. Vous avez 80 ans, félicitations. Merci. Vous êtes née pendant la Seconde Guerre mondiale, Oui. avez participé à mai 68, avez également milité auprès de mouvements féministes, puis vous êtes investie dans une action plus personnelle sur la recherche sur la trisomie 21. Vous êtes une aventurière, une héroïne des temps modernes. C'est donc avec plaisir que je vais aujourd'hui vous interroger sur votre parcours et donner envie aux jeunes, dont je fais partie, de suivre votre engagement de femme juive de surcroît. Merci de m'avoir choisi. C'est un honneur de présenter mon parcours. Effectivement, de femme juive, scientifique, maman de 2 enfants, et je dois le souligner, d'une aînée née avec un handicap. Et donc, c'est un parcours un peu particulier, et de maman qui n'a pas vraiment très bien réussi sa vie sentimentale, on va dire. J'ai 18 ans, je suis étudiante et je suis engagée en tant que service civique dans un mouvement de jeunesse. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, à mon âge ? Alors, très bonne question. À 18 ans, plus exactement à 17 ans et demi, j'ai réussi, contre toute attente, le bac scientifique de l'époque. Donc j'ai eu le bac, et grâce à ce bac, il se trouve que maman avait des amis qui partaient aux États-Unis. Je dis ça parce que c'est le début de l'engagement juif. J'ai fait, grâce à ça, un voyage à New York où j'avais un oncle qui m'a reçu. Et comme il ne savait pas quoi faire de moi parce qu'il était déjà âgé, il m'a fait partir en voyage avec la jeunesse juive de l'Est. Vous venez d'une famille ashkénaze, née en France de parents éduqués. Racontez-nous votre jeunesse plus au lycée ou même votre éducation avec vos parents. Mes parents n'étaient pas nés en France, aucun des deux. D'accord ? Aucun des deux. Mon père est venu à 17 ans, comme il a toujours dit, en marchant à pied, en traversant les différentes frontières. Il venait de ce qu'on appelle Chelm, ou d'une petite ville qui s'appelle Roubitchoff, à côté de Chelm. Et ma maman est presque née en France, mais elle est venue à 6 mois à Metz. Et elle est née en Pologne, à Lodz. Et niveau éducation religieuse, comment vos parents vous ont-ils transmis leur foi ? Quel était votre rapport à la religion à cette époque ? Alors, très bonne question. Mon père était agnostique au possible. Il a refusé de faire sa bar mitzvah en Pologne. Il était d'une famille très religieuse. Et il n'y a donc, chez moi, pas question de faire aucune fête. Par contre, ma grand-mère maternelle, qui était donc veuve, puisque son mari avait été déporté à la rafle du Veldiv, faisait les fêtes, que ce soit Yom Kippour ou Rosh Hashanah. Yom Kippour, Rosh Hashanah et Pessah. Mais elle était communiste. Comme beaucoup de juifs de cette époque, et elle l'est restée. Donc il y avait une tradition, mais pas vraiment de croyance. Bien que je me souviens très très bien de la synagogue des Tournelles, où on me faisait sortir enfant, j'avais 7 ans, 8 ans, parce que lors du Kaddish et de la prière du souvenir des personnes déportées, il y avait une clameur. J'ai encore en moi cette clameur qu'on entendait de la rue
des pleurs des gens. Et vous savez, dans les familles ashkénazes, la tradition, sauf pour les familles très croyantes, la tradition s'est perdue parce qu'il y avait une douleur. On ne pouvait plus faire les fêtes de la même façon. Et je dis toujours, grâce aux Juifs qui sont venus du Maroc, etc. Mais mes parents n'étaient pas traditionnels. Et de plus, mon père ne voulait pas que ma mère me parle en yiddish. Elle savait très bien, donc j'ai pas de yiddish, j'ai du yiddish dans la tête. Mais oui, le yiddish, c'était la langue du passé. Mon père, c'est très compliqué, n'en a pas parlé, mais a imprimé. Je vous ai rapporté là-bas un des livres, c'était un imprimeur. Comme il disait, j'ai appris l'imprimerie en Pologne chez un imprimeur polonais antisémite. Mais il a imprimé ce grand livre de la déportation. Voilà. Mais il ne parlait pas, très peu. Vous vous investissez dans l'UEJF, qui, rappelons-le, est l'Union des étudiants juifs de France. Dès le lycée, diriez-vous que vous étiez déjà une femme engagée ? Alors, je corrige. Non, ce n'est pas dès le lycée. C'est quand j'ai été en propédeutique, quand je suis revenue de ce voyage où il dit « Ah bon, la jeunesse de l'Est, il y en avait des religieux, pas de religieux, etc. » Et moi, il faut savoir que mon grand-père maternel a été déporté à la rafle du Veldiv, il n'en est pas revenu. Et mon père a été déporté tard, mais revenu. J'ai toute une histoire autour de ça. Et donc, je me suis engagée à l'UEJF quand j'étais à la fac. Alors, j'étais une militante de base. À l'époque, on était un petit groupe. Et ce qui m'a beaucoup marqué à l'époque, on s'est beaucoup battu à l'époque pour sortir les Juifs d'Union soviétique. On ne faisait pas des marches, c'est pas comme maintenant. On était tout petits, hein. On était un peu juifs de gauche, mais pas... voilà. Si, on s'est battu sur quelque chose qui était d'essayer qu'il y ait... Alors non, il n'y avait pas encore de radio libre. Hein. Il y avait, je crois, je ne peux pas le vérifier, une station et qui ne marchait pas le Shabbat. Et on disait, mais il y a des Juifs qui peuvent écouter le Shabbat. Ça, c'est toute notre histoire. Revenons sur votre engagement politique. Donc, vous avez milité avec Yvette Roudy, députée féministe du Parti socialiste, à l'association féminin-masculin Avenir. Puis vous avez participé au mouvement de libération des femmes. Diriez-vous que cette cause était une urgence à l'époque ? Ce mouvement qui s'appelait FMA, dont j'ai quelques documents, il avait comme but de ne pas renverser la société. Donc il s'appelait Féminin Masculin Avenir, donc c'était pas féministe, c'était inclure les hommes. Et l'idée, c'est tout démarre à l'éducation. Si on prend, on donne aux petits garçons que des voitures et aux petites filles que des poupées, etc., etc. Bon, donc c'était aussi au langage, au jeu, etc. Rassurez-vous, j'ai complètement raté avec ma petite fille. J'ai bien voulu je lui donne quand même des jeux de construction, mais elle adore les poupées. Bon, voilà. Comme quoi, il n'y a pas de petits garçons encore. Et donc, ce féminin masculin Avenir, c'était un groupe de femmes scientifiques ou sociologues, etc., avec Yvette Roudy qui habitait boulevard Montparnasse, mais qui, elle, était députée du mouvement socialiste déjà. Donc, dans la suite de ça, j'ai fait les premiers, avec mes copines de FMA, les premiers amphis de femmes en mai 68. Et puis après, je n'ai pas du tout été au MLF, au mouvement de libération des femmes. Elles n'étaient pas du tout dans ma mouvance, bien que certaines de mes copines de FMA y étaient, mais moi, je me suis retournée à la science et voilà. Mais par contre, j'ai une histoire juive pour l'ouverture de la fac en mai 68. La fameuse nuit des barricades, moi, j'avais, comme on dit, les rananas, c'est-à-dire que je ne pouvais pas aller marcher, et je suis rentrée chez moi, et on m'a dit, s'il y a quelque chose, on te prévient. Alors moi, c'était ma première année comme assistante à la fac en sciences, en biochimie. Et ça commençait à Castagner, enfin, vers 18h, on m'a dit « Ah, ça sent mauvais, etc. » Va à la fac. J'avais un bureau. Donc j'étais à la fac.
Et il y avait les vigiles qui tournaient, mais madame, qu'est-ce que vous faites là, etc. J'écoute. J'avais un poste de radio à l'époque, on n'avait pas de télé, on avait un téléphone dans le bureau. Et sous le coup de 9h du soir, ça a castagné. Et Europe numéro 1 a déclaré qu'il y avait une infirmerie ouverte au 6 rue Lalande. Qui connaissait le 6 rue Lalande, Paris 14e? C'était le siège de l'Union des étudiants juifs de France. Et moi qui connaissais ce lieu parfaitement insalubre, j'ai téléphoné à Europe numéro 1 et je leur ai dit « la fac est ouverte ». Et mes copains qui étaient dans la rue ont entendu le message de Europe numéro 1. On dit « m'ont téléphoné ». M'ont téléphoné pas sur des portables, sur le téléphone de la fac, le fixe. Et il m'a dit « t'as déclaré ça ?» Je dis « oui, ben maintenant vous venez ouvrir la fac ». Ils sont arrivés aux portes du quai Saint-Bernard, il y avait des vigiles. Et les vigiles ont dit « pourquoi j'ouvrirai la fac ?» Eh ben écoutez, on va téléphoner au président. Et le président dormait, il avait pris des cachets. Et c'est comme ça qu'on a ouvert la fac, que j'ai vu les premiers blessés arriver dans les locaux des travaux pratiques de biochimie, où on avait des compresses, de l'alcool, voilà, et que c'était propre. C'était pas le lieu insalubre de l'Union des étudiants de France. Et puis après, dans la nuit, sur le petit matin, j'ai vu arriver Cohn-Bendit, les grands juifs de ce monde. Et Cohn-Bendit, je dis, mais qu'est-ce que tu veux les envoyer à la Révolution? Il faut bien que je les fasse agir pour quelque chose. Voilà, ça c'est l'histoire juive de mai 68 que peu de gens connaissent. Que pensez-vous de la place de la femme aujourd'hui dans la société et dans le militantisme en particulier? Alors je pense qu'elles ont un rôle extrêmement important. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Je voyais un reportage hier sur l'Afghanistan, c'est épouvantable, mais il n'y a pas que là. Je dirais que pour le coup, Israël est un pays avant-gardiste. Il y a eu beaucoup de femmes diplômées qui ont eu des rôles importants. On a quand même une première ministre de la mer, on a quand même eu Tzipi Livni, on a quand même eu un certain nombre de choses. C'est en train de régresser, sans aucun doute. Il n'y a qu'à regarder le nombre de femmes au Parlement. Et bon, on ne va pas faire de la politique sur Israël aujourd'hui, mais les femmes ont acquis leur rôle. Mais, bon, si vous demandez le divorce... Ah oui, il faut que je vous raconte quand même quelque chose, parce que j'ai été mariée religieusement par le rabbin de la télévision de l'époque qui est décédé, je ne me rappelle plus son nom, je retrouverai. Et j'ai divorcé, et j'ai été répudiée, au sens rue Vauquelin, oui, par le rabbinat. On répudié à l'époque. C'est 65. Aujourd'hui, je pense qu'on ne le ferait plus. Je pense qu'on le ferait plus, et encore. C'est pas une histoire de guette. On avait été mariés par le rabbin religieux avec une roupa à l'extérieur dans le jardin de l'hôtel, etc. C'était pas... Voilà. Donc la place de la femme, c'est extrêmement important. Quand on voit quand même les hommes prendre de plus en plus de place dans l'éducation, dans le partage d'un certain nombre de tâches ménagères, enfin des tâches ménagères, les jeunes achètent des plats tout faits. Bon, on va pas dire, voilà. Je pense qu'on a de la chance en France d'avoir un certain nombre de femmes précurseurs, Yvette Roudy, un certain nombre de conditions à la femme, etc. Madame Veil, bon. Mais quand on voit qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, etc., avec le retour d'un certain nombre de régressions très importantes, avec des problèmes même disons, médicaux et scientifiques, parce que ils vont refuser la pilule du lendemain, etc. Donc vous êtes une scientifique, puisque vous êtes diplômée d'un DEA de sciences et avez été enseignante. Pas un DEA, une thèse. Une thèse. Parce que si vous croyez qu'on obtient un poste avec un DEA, allez plus loin, chère demoiselle. Vous avez fait plusieurs thèses de sciences. C'est vrai. Vous avez fait 3 ou 5? Une thèse de sciences. Une thèse de sciences pendant 4 ans.
On obtient des postes d'enseignants ou de chercheurs, et encore aujourd'hui, c'est plus difficile qu'à l'époque. Voilà. Donc, vous avez été enseignante. Vous continuez vos actions militantes en créant une association pour la recherche sur la trisomie 21. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Alors, j'ai commencé à faire de la recherche sur la trisomie 21 grâce à un colloque qui avait lieu à la montagne entre scientifiques, biochimistes et physiciens qui se réunissaient. Et il y a quelqu'un qui a dit moi, je fais de la recherche sur la trisomie 21. Et comme j'étais enseignant-chercheur, eh bien, j'avais la possibilité de choisir où je voulais aller pour faire de la recherche. J'avais fait ma thèse à l'Institut Pasteur, chez Jacques Monod, prix Nobel, et Michel Goldberg, assez connu de la communauté. Et j'étais un peu libre comme l'air, et ça m'a paru... Et ensuite, j'étais à l'hôpital Necker, j'ai fait de l'immunologie chez le professeur Jean-François Bach. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est marrant ce truc-là. J'ai failli aussi retourner à l'Institut Pasteur pour travailler sur le sida, parce qu'il y avait des tas de trucs sur le sida très intéressants dont je pourrais éventuellement vous parler, parce qu'on a raconté n'importe quoi sur le sida. Mais finalement, l'histoire n'a pas marché pour le sida. Et donc, j'ai rejoint ce groupe à Necker qui travaillait sur la trisomie 21. Et Pierre Camoun, qui est encore vivant, qui a écrit un truc magnifique sur l'Ukraine récemment. Pierre Camoun m'a dit, vous savez, on devrait faire une association pour avoir de l'argent pour la recherche. Et du coup, j'ai dit, banco, on fait une association. Donc ça s'est appelé AFRT, Association française pour la recherche sur la trisomie 21, qui a été la première association dans le monde à croire qu'on pourrait faire de la recherche sur cette pathologie, puisque sur cette pathologie, une fois qu'on est né, il n'y a plus rien à faire. Or, c'est évidemment plus vrai pour aucune des pathologies, mais c'est venu après le Téléthon, qui a été un immense succès en France, alors que les anglo-saxons n'y croyaient pas. Et puisque le slogan du Téléthon, c'était « connaître le gène, connaître la mutation, on trouvera une thérapeutique », eh bien, dans la trisomie 21, on connaissait les gènes, enfin, on en connaissait un petit nombre, le premier étant celui que M. Alzheimer avait trouvé, puisque c'est lié à la maladie d'Alzheimer. Et donc, je finis là-dessus, on a eu un parcours assez bon, on était un peu seul dans le domaine, et puis, en 2004, on a eu l'idée de trouver une date pour parler de la trisomie 21, et c'est un de mes étudiants, juif, qui avait créé une petite société de com, qui m'a dit, il faut créer une date. Et j'ai dit 21-3. 21-3, pourquoi ? 3 chromosomes 21 qui marchent en anglais. 321, puisque c'est l'inverse. Et on a créé le premier colloque le 21-3, et petit à petit, c'est devenu la journée mondiale de la trisomie 21, portée par les anglo-saxons qui se croient attribuer le truc. Et on a fait, depuis 2005, un colloque sur la trisomie 21 pour montrer la recherche et les avancées en situation dans la société. Parce qu'il y a plein de choses, appartements inclusifs, sport, etc. Et c'est devenu la journée mondiale reconnue par les Nations Unies. Est-ce que votre engagement dans la recherche sur la trisomie 21 a un rapport avec votre fille ? Non, finalement pas. Alors, c'est une histoire un peu particulière. Donc, elle est née, il ne se passait rien, elle allait bien, elle souriait. Puis à la crèche, on m'a dit « Ah, elle ne prend pas la cuillère à l'âge où on doit prendre la cuillère. » Signe psycho, je sais pas quoi. Et on m'a demandé de faire des examens à Necker, et à Necker, ça s'est relativement mal passé. Et finalement, au bout de 3 mois, on nous a rendu un diagnostic génétique en disant, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais voilà, c'est ça. Et quoi ? C'est apparenté à la trisomie 21. Mais ce n'est pas du tout pour ça que j'ai été faire de la recherche. C'est vraiment parce que ce chercheur m'avait convaincu qu'il y avait tout, de la biochimie, de l'immunologie, etc., les physios. Et voilà, donc elle a vécu avec ce
ce truc un peu sur la tête, trisomie 21 partielle en mosaïque. Et puis, c'est une assez belle histoire scientifique. Liée à la trisomie 21, il y a une incidence de maladie d'Alzheimer extrêmement importante. Donc, c'est un modèle génétique humain de maladie d'Alzheimer. 70%. Et j'ai voulu savoir si dans cette partie supplémentaire de chromosome 21, il y avait le gène qui provoque les plaques séniles qui s'appelle APP. Et banco, c'était pas ça. Et le diagnostic a été changé grâce aux techniques modernes. Alors, c'est une jeune femme qui va relativement bien, qui est assez impliquée dans la communauté, qui va à Judaïsme en mouvement, qui travaille en milieu normal, mais au McDo, mais dont l'éducation a été ratée à cause de cette idée qu'on avait sur la trisomie 21. J'ai été élue il y a 3 ans au conseil d'administration de Copernic, d'un judaïsme en mouvement, et j'ai voulu, parce que je trouve que dans la communauté juive, il n'y a pas assez d'inclusion et intergénérationnelle et des personnes avec handicap. On fait beaucoup de choses dans la communauté, mais pas intergénérationnelle. Et je voulais qu'il soit réécrit, donc c'est des traductions dans un langage qu'on appelle le FALC, facile à lire et à comprendre, dont on commence à obliger les textes officiels à exister en ce langage. Donc c'est facile, c'est des phrases courtes, avec ou non des pictogrammes. Et je voulais, et je veux toujours, j'essaierai de le faire, de faire des parachutes en facile à lire et à comprendre, car je pense que les personnes avec un handicap de naissance ou un handicap acquis par un accident de la vie, quel que soit leur âge, ont le droit d'avoir accès au texte dans un langage qui soit approprié. J'aimerais entendre quelques derniers conseils avant de nous quitter. Si vous aviez un message à laisser à tous nos jeunes, ce serait lequel? D'abord, aimez votre travail, aimez vos études, aimez votre travail, choisissez un travail, pas en fonction de ce que vos parents vous conseillent, parce que ils ne sont pas à la place de votre cœur et de votre tête, pas en fonction de l'argent. Mon père m'a toujours dit, qu'est-ce que tu vas faire avec prof de scientifique, etc. Évidemment, c'est rien, voilà. Et pas en fonction de la retraite, c'est pas aujourd'hui que je vais vous le dire, mais choisissez avec votre cœur et essayez de trouver des passions. Donc, avec passion, avec intérêt, et battez-vous en tant que femme. Ne vous laissez pas avoir par un patron ou une patronne, parce que souvent elles sont aussi dégueulasses que... mais persévérez. Les écueils de la vie, vous les regardez en face et vous les passez avec force et sérénité. Merci Madame London pour cet entretien instructif et motivant pour nous les jeunes. Je dirais que vous êtes une femme active et engagée, selon vos propres mots. Selon moi, vous êtes un exemple pour tous les jeunes et les jeunes femmes en particulier, comme moi. Votre parcours est inspirant et le mien ne fait que commencer. Et le fait de vous croiser enrichira sûrement mes motivations. Merci beaucoup. Je voudrais rajouter qu'à la veille de Yom HaShoah, je fais la lecture des noms. Prenez à bras le corps l'histoire de ces communautés juives. Et c'est pas seulement à travers la religion, mais à travers l'histoire de ces communautés. À ton âge est un podcast du Fonds social juif unifié réalisé par Milim. Chaque mois, un membre de Noé pour la jeunesse part à la rencontre d'une personne senior et entame avec elle un dialogue intergénérationnel. Je suis Rose de Paz, j'ai 18 ans. Je suis engagée en tant que service civique dans le mouvement de jeunesse. Et essaye, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, essaye de parler plus lentement et plus bien. Moi je parle très vite. Mais sourire. Je te jure, ça fait vraiment rasera. Mais je souris là. Non, mais genre vraiment, dis-le. Lolol. C'est vrai que je vais le garder. De quoi? Ça fait vraiment rasera. Ok.